Plusieurs éléments dans ce dossier. D'abord, il y a la baisse de popularité qui est régulière, même si elle n'est pas catastrophique pour lui. Dernier sondage, un sondage de BVA daté de ce matin. 40% des Français ont une bonne opinion d'Emmanuel Macron, c'est moins 3 points. C'est le même niveau que Nicolas Sarkozy à la même époque. C'est plus que François Hollande qui, lui, avait baissé beaucoup plus vite. Qu'est-ce que vous dites? On continue de s'acharner sur Hollande. Bon, alors, donc, Véronique Reissoult ne veut pas commenter ce sondage-là. En revanche, il y en a peut-être un autre qui va nous intéresser encore plus. Commenter, c'était l'échelle de valeur dans la bonne opinion. Oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, quand on se compare, on se console, comme disait ma grand-mère. Il y a un autre sondage fait par Odoxa, c'est pour Dentsu Consulting et pour Le Figaro. Alors, lui, il est un peu plus concrètement focalisé sur les derniers événements sociaux, parce qu'évidemment, c'est ça l'actualité du moment. C'est la manifestation d'hier, à la fois en France et à Paris et en province, qui mêlait des agents de la fonction publique et des cheminots. Qu'est-ce que pensent les Français de tout ça, Véronique Reissoult? Ils ont dit globalement, les Français ont l'impression majoritairement que c'était plutôt un échec. La mobilisation d'hier. Voilà, mais après c'est la mobilisation en soi, ça ne veut pas dire qu'il y a un jugement sur le fond, mais la mobilisation en soi, ils se sont dit bon, c'était pas si réussi que ça. C'est la perception qu'ils en avaient, puisque ce sondage il a été fait après la journée, donc il a été fait cette nuit et ce matin. Il y a aussi 58% qui seraient contre qui trouvent, 58% des Français qui trouvent que la décision d'être dans la prolongation et de continuer ces grèves serait une mauvaise idée. Mais de l'autre côté, quand on leur pose la question que vous venez de poser, qui est est-ce que Emmanuel Macron doit tenir, est-ce que finalement il doit tenir tête à ce mouvement, et bien ou lâcher du lest. Ou lâcher du lest, ben on a 50-50 vraiment, un vrai 55, enfin 49-50, voilà. Et quand on regarde ce qui se dit globalement, c'est lui. En fait, ce que les uns et les autres disent, c'est il faut pas qu'il lâche, mais il faut qu'il écoute. Donc ça explique le 50-50. C'est-à-dire, oui, il faut qu'il y ait des grèves pour surveiller le service public, la qualité du service public, être vigilant, mais non, il ne faudrait pas qu'on s'installe dedans. Oui, il faut qu'il tienne tête aux revendications, mais en même temps, il faudrait qu'il écoute les gens. Et en fait, ce qui ressort le plus, c'est le manque d'écoute et le manque de présence sur le terrain, le sentiment que dans le fond, il y a une sorte de logique centralisée, et ça rejoint peut-être cette couverture, mais en tout cas, de se dire que voilà, il écoute est-ce que c'est peut-être tenable le en même temps dont vient de nous parler Véronique Reissoult? Parce que, a priori, le statut des cheminots, ou on le garde ou on le change, mais on ne peut pas en même temps le garder et le changer, pour prendre cet exemple-là seulement. Eh bien si. C'est ce qu'il fait. En même temps, il conserve le statut pour tous ceux pour les cheminots actuels, mais il n'y aura pas de nouveaux. Voilà, donc les nouveaux ils vont rentrer dans un statut de droit commun du Code du travail. Pour les futurs embauchés, mais c'est dès l'année prochaine, pas les futurs dans 10 ans, l'année prochaine. Voilà, donc c'est impossible en même temps. Et d'une certaine manière, même si le président Macron à Bruxelles a fait des déclarations de fermeté en disant les mouvements sociaux ne feront pas bouger la politique du gouvernement, d'une certaine manière, on peut comprendre que c'est pas à la veille du conflit qu'on commence tout de suite à reculer. Donc quand même, on est dans la Ve République, on va quand même pas commencer à reculer tout de suite. Donc effectivement, chacun pose un peu ses muscles, mais en fait, il y a tous les éléments d'un compromis qui permettraient de faire sortir au moins certains syndicats du conflit. Par exemple la CFDT, puisque le secrétaire général de la CFDT, en début de semaine, a très simplement posé les deux conditions pour que la CFDT, comme un gros, c'est pas le premier dans la fonction publique, mais quand même ça compte, et puis éventuellement il y aurait d'autres qui sont ses alliés. Pour la SNCF, il dit, vous prenez beaucoup de choses qui sont dans le statut des cheminots, vous le transposez dans la convention collective globale, pour l'ensemble des travailleurs qui vont travailler, y compris la concurrence. Donc, par c'est formidable, c'est le statut de cheminot pour tout le monde. Oui, tout ou partie du statut de cheminot pour tout le monde, d'une certaine manière. C'est pas exactement ce que vous avez dit au début. Je vous signale que c'est le principe d'une convention collective, c'est de limiter, le principe d'une convention collective, c'est de limiter la concurrence par le coût du travail et par les conditions de travail. C'est fait pour ça. Et d'ailleurs, les patrons ont été très, au début des conventions collectives, ils étaient très pour ça, ça va nous limiter les bisbilles pour s'arracher
pour ne pas s'arracher les travailleurs, parce qu'en fait c'était le problème. Et l'autre chose, c'est il dit, dans la fonction publique, puisque nous avons deux versants du conflit, il y a les cheminots d'un côté, puis il y a la fonction publique, il dit, écoutez, si vous faisiez passer toutes les aides-soignantes de la catégorie C à la catégorie B, on serait très content, sachant que c'est la catégorie principale de syndicalisation de la CFDT. Je rappelle qu'en 2004, déjà, François Chérec avait quitté le mouvement de contestation des réformes des retraites, des régimes spéciaux, parce qu'il avait arraché quelque chose pour les aides-soignantes dans les hôpitaux, parce que c'était de là dont il était issu. Daniel Bilalian, il faut qu'il lâche du lest. Écoutez, le problème de notre pays, c'est qu'on est tous d'accord pour la réforme quand elle ne concerne que les autres. Ça, c'est le point de base des Français, et ils sont toujours d'accord comme pour les impôts. Où là, on n'a pas de chance non plus, c'est qu'on a un syndicalisme qui évolue. On parlait de la CFDT. En revanche, la CGT, elle n'évolue pas. Je dirais que même M. Martinez, il a la tête de l'emploi des années 50, lorsque la CGT était la courroie de transmission du Parti communiste. C'est un peu de sa gueule, ça. Non, c'est pas ça. Je dis, il correspond. Non, je suis pas. Je dis, il correspond presque physiquement à cette période. Je veux dire, c'est un constat, c'est tout. C'est un constat. Mais il n'a rien de désagréable, ni de vouloir le vexer, ni me moquer de lui. Et par ailleurs, je crois que, en fait, on parlait tout à l'heure des années 68. Moi, j'ai vécu cette période-là. J'étais jeune à l'époque. Et personne ne l'a vu venir. Alors après, évidemment, vous avez toujours tous les intellectuels qui vous expliquent qu'on avait vu monter. On n'a rien vu monter du tout. Tout comme, par exemple, lorsqu'il y a eu cette grande manifestation en faveur du général de Gaulle, qui a éteint l'incendie, on ne l'avait pas vu venir du tout. Le matin, on ne savait pas combien de personnes il allait y avoir sur les Champs-Élysées autour de M. Malraux. Donc, on est dans l'attente. Pour l'instant, je crois que ceux qui sont contre les réformes actuelles d'Emmanuel Macron, c'est un peu, on en a déjà parlé ici, vous savez, aujourd'hui, il y a un chercheur américain qui a dit qu'il n'y a plus que deux types de personnages dans le monde, les somewhere et les anywhere. C'est-à-dire les somewhere, c'est les gens qui veulent appartenir à quelque chose et travailler dans leur pays sans refuser le progrès. Et les anywhere, c'est ceux qui sont entre Hong Kong, Cher Bangkok. Daniel Bilalian, vous m'en voulez pas si je fais le journaliste de télévision qui repose la même question. À votre avis, est-ce qu'il faut qu'il lâche du lest ou pas? Il lâchera du lest s'il ne peut pas faire autrement. Voilà, c'est tout. Aussi simple que ça. Il va voir comment les affaires vont et au pif, comme ça, il va voir d'un jour à l'autre. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas... Est-ce que vous partagez le point de vue de Faut pas charrier, c'est un pseudonyme probablement, qui nous dit courage Macron, continue à réformer? Non, mais oui, peut-être. J'avoue que sur la réforme de la SNCF, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Ce qui me gêne un peu, c'est l'éventuelle privatisation, parce que moi, j'avoue, je comprends mal pourquoi l'EDF, la SNCF doivent être privatisées. Je ne suis pas contre les privatisations, mais je ne vois pas pourquoi cette chose simple doit être livrée à la concurrence. Il y a des tas de choses qui peuvent être livrées à la concurrence, pas celle-là. Pour l'instant, ce n'est pas dans le projet du gouvernement. Oui, mais enfin, ça a été évoqué. Ça a été évoqué. Non, je suis désolé. La réforme, elle doit être privatisée. Mais pourquoi? Mais non, parce que le cœur de la réforme, ce n'est pas le statut, puisque le statut va continuer. Le cœur de la réforme, c'est l'ouverture à la concurrence. Et donc, vous allez avoir des morceaux entiers des chemins de fer. La SNCF va rester une entreprise publique, mais des morceaux entiers, mais il y a des morceaux entiers du chemin de fer, par exemple, j'en sais pas, moi, ceux de la Bretagne, par exemple, il va y avoir des appels d'offres, et vous pouvez très bien avoir. D'ailleurs, c'est le projet de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, c'est le projet en PACA, du président de la région PACA, excusez-moi, il est très connu, mais son nom m'échappe, vous allez me dire qui c'est, qui veulent, effectivement, ils préfèrent avoir le privé et donner, dès l'année prochaine, faire un appel d'offres pour le donner à des entreprises privées. Donc, voilà, Christian Estrosi. Muselier. Non, il a tourné à Nice. Non, Estrosi, il a tourné à Nice, non? Bref. On va laisser Hervé Nathan continuer. Donc, ce n'est pas la privatisation de la SNCF, mais c'est la privatisation d'une partie des chemins de fer. Ça peut mettre en difficulté la SNCF. Et ça va, donc, bon, il y aura des jeux de concurrence. Après tout, ce sera peut-être pas un marasme total, mais bon, de fait, c'est quand même ça. Et après, le reste, c'est jamais que les conséquences connexes de cette irruption de la concurrence dans un secteur qui était entièrement nationalisé. C'est bien Renaud Muselier, me rappelle-t-on, c'est président de la région. C'est moi. Christian Estrosi voulait le faire quand il était président, avait déjà essayé de le faire. Voilà. Je m'excuse auprès de Renaud Muselier. Absolument. Je voudrais évidemment vous laisser la parole, cher Lucie Schmitt. J'ai l'impression qu'il faut que je rame là. Voilà, et vous
allez aussi peut-être vous exprimer, si tel est votre bon plaisir, sur la méthode. Y a-t-il un problème de méthode chez Emmanuel Macron? Écoutez ce qu'en pense le secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly. C'était hier en marge d'une manifestation à Marseille. Le gouvernement accélère, met plein de réformes sur le tapis, ne discute pas de tout, de plus en plus directif socialement. Les problèmes ne sont pas nouveaux, mais ils sont en train de s'aggraver. À la fois parce qu'on a un gouvernement qui fait comme les autres d'une certaine manière, qui refuse les vrais débats de fond sur la fonction publique et le service public. Moi, je me souviens du temps de M. Sarkozy, ça s'appelait la révision générale des politiques publiques. C'était fait en catimini, en vase clos, quelques experts publics-privés qui ont sorti leurs conclusions. Ben là, ça s'appelle comment aujourd'hui? Ça s'appelle CAP 2022. Mais c'est la même chose, c'est la même méthode. Lucille Schmid. Oui, moi je pense que j'entends cette expression de service public, expression spécifiquement française, puisque vous savez qu'elle n'existe pas au niveau européen, c'est les services d'intérêt général. Et je pense que c'est une expression extrêmement forte et qui renvoie à une culture commune de la société française. Et donc je trouve que ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien que ça se noue sur les chemins de fer, la SNCF et l'hôpital. Et à partir de là, ce n'est pas seulement les fonctionnaires ou le statut. Ce qui est important, c'est de regarder au fond ce à quoi nous aspirons en termes de projet social, de contrat social. Est-ce qu'on veut maintenir un haut niveau de service public, ce qui implique aussi un certain niveau de dépenses publiques, il faut quand même le dire. Et aussi, c'est la même chose sur l'éducation nationale, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on parle de la SNCF depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, puisque Emmanuel Macron, déjà l'année dernière, avait parlé du statut. Et au fond, petit à petit, heureusement, le débat s'élargit et on commence à parler au fond de ce à quoi on aspire en termes de transport, d'égalité devant le transport, d'aménagement du territoire. On parle d'égalité devant la santé. Et donc, il faut qu'on arrête d'être obsédé par la question du statut, parce qu'il faut regarder ce qui s'est passé, par exemple, dans des entreprises comme Orange ou comme La Poste, où l'évolution du statut, elle s'est faite progressivement. On a négocié de façon à aménager, comme vous le rappeliez, un niveau aussi de droit équitable entre les nouveaux embauchés et les anciens et les fonctionnaires. Parce que si on commence à organiser l'inégalité de statut au sein d'une entreprise, ça posera quand même des problèmes. Parce que si les vieux sont plus protégés que les jeunes, moi je ne crois pas que ce soit la société à laquelle j'aspire, personnellement. Je suis prête à bouger là-dessus. Donc il y a une question qui est posée, qu'il faut élargir, aller sur l'hôpital, aller sur les transports, aller sur l'aménagement du territoire et la réalité des transports entre Paris et la province. Et ça, je suis très contente dans le sondage, ce que vous rappeliez, que les Français n'assimilent pas l'idée d'une manifestation à l'idée du service public. Au fond, il disait à Emmanuel Macron d'écouter et pas d'être seulement obsédé par une pensée du prêt-à-porter idéologique consistant à dire les cheminots sont forcément des privilégiés. Ou les aides-soignants à l'hôpital, ou les aides-soignantes surtout, sont forcément des privilégiés par rapport aux médecins hospitaliers, par exemple. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Et j'espère que le débat va s'élargir, qu'on ne va pas être seulement en train de dire les fonctionnaires, on les fait rentrer à la niche, ou les cheminots, on leur dit d'obéir. Donc il y a quelque chose qui peut être différent. Il faut lâcher du lest au sens où il faut essayer d'employer un autre langage et sans doute essayer de négocier autour de l'idée de service public. Alors, je laisse le dernier mot, si vous le voulez bien, à nos internautes. À Jean qui nous dit « La politique Macron est un fourre-tout brouillon ». Tandis que Covey, faisant allusion à la SNCF, dit « Il faudrait quand même faire un peu de profit. Non, il y a trop de dettes ». Et Sheldon, qui a plein de références historiques, qui nous dit « Il nous faudrait un Sir Winston Churchill ou une Lady Margaret Thatcher. Nous n'avons que des ersatz de Chamberlain » ou de Daladier, en espérant que ça se termine moins tragiquement. Je vous propose de passer à un quatrième et dernier sujet. On va parler de la ville de Paris. Il y a un conseiller de Paris, Alexandre Vesperini, qui est